Donc, bonjour tout le monde. Suite au chapitre relatif aux agrégats de la monnaie ainsi que aux agrégats de placement qu'on a déjà commencé pendant les séances dernières. Donc, on va continuer en touchant ou en couvrant d'autres points de ce chapitre. Alors, la dernière fois, on avait parlé des agrégats de placement. Alors, ces agrégats de placement, il s'agit de PL1, PL2, PL3 et de PL4. Alors, maintenant, on sait que pour mesurer la liquidité de l'économie, la liquidité euh, monétaire, il faut d'abord mesurer les indicateurs monétaires ou bien les agrégats de la monnaie qui sont M1 ou bien M2 ou bien M3, ainsi que l'ensemble des agrégats de placement liquide qui sont PL1, PL2, PL3, PL4. Donc, on avait précisé la dernière fois en quoi consistait chaque indicateur. Donc, quel est l'objectif de la mesure de ces indicateurs ou bien de ces agrégats? C'est de permettre à la Banque centrale, qui est au Maroc, donc le Maghreb, de dire est-ce qu'il y a un risque d'inflation ou bien un risque de récession. Comment on va dire qu'il y a un risque d'inflation ou bien un risque de récession? C'est en étudiant ou en ayant une idée ou bien en analysant les dépenses des agents économiques non financiers. Les agents économiques non financiers, c'est l'ensemble des ménages, c'est l'ensemble des individus qui vont faire des achats de biens et de services dans une économie déterminée. On exclut de cela l'ensemble des agents économiques financiers. Exemple, les banques, par exemple, ainsi que les institutions financières. Les banques ainsi que les institutions financières, c'est ce qu'on appelle des agents économiques financiers. Donc, les agents économiques financiers, on ne va pas les comptabiliser dans la mesure des indicateurs ou bien des agrégats monétaires ou de placement liquide, qui sont M1, M2, M3, PL1, PL2, PL3 et PL4. Pour les agrégats monétaires, bien sûr, alors on a M3 qui englobe M1 et M2, M2 qui englobe M1. Donc, une fois on dit M3, c'est la masse monétaire globale. Et à cela doit s'ajouter les agrégats de placement liquide qui sont PL1, PL2, PL3 et PL4. Donc maintenant, si la Banque centrale se base sur l'ensemble de ces indicateurs-là pour calculer la liquidité monétaire, donc la Banque centrale aura une idée sur les dépenses des agents économiques non financiers. Et à ce niveau-là, on pourra savoir est-ce qu'il y a un risque d'inflation ou bien un risque de récession et on va essayer de garder un niveau d'équilibre pour ne pas tomber dans la situation d'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder un niveau d'équilibre comme quoi les prix ne vont pas augmenter, on va essayer d'échapper à la situation ou au risque de récession, le cassade الاقتصادي. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de voir un autre volet qui est très important, qui est la vitesse de circulation de la monnaie. Maintenant, à travers les différents agrégats, à travers les différents agrégats et indicateurs monétaires et de placement liquide, on pourra déterminer la liquidité monétaire circulante, la liquidité de monnaie circulante dans une économie. Maintenant, avec ce point-là, on pourra déterminer la vitesse de circulation de cette monnaie-là avec les agrégats ou les indicateurs M3, PL1, PL2, PL3 et PL4, on pourra déterminer la quantité de monnaie qui circule dans une économie. Maintenant, on va voir à quoi sert de calculer la vitesse de circulation de cette monnaie. Parce qu'il faut déterminer la quantité de la monnaie, mais il faut aussi déterminer la vitesse de circulation de cette monnaie. C'est quoi la vitesse de circulation de la monnaie? C'est le nombre de fois qu'une unité monétaire change de main à une autre dans une période donnée, dans un temps donné. Alors, ce qui est normalement important dans une économie, ce n'est pas uniquement la quantité de monnaie qui circule, mais également le nombre de fois
que ce stock de monnaie circule au cours de l'année. Parce que la monnaie n'est pas figée, la monnaie n'est pas statique. Donc, la monnaie implique une certaine rotation. Donc, on la récupère et juste après, on va la réutiliser. Donc, par exemple, je touche mon salaire à la fin du mois, donc je vais récupérer de la liquidité monétaire, je vais récupérer de la monnaie. Qu'est-ce que je vais faire après de cette monnaie que je vais récupérer? Je vais la dépenser, je vais la réutiliser. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une rotation. La monnaie implique une rotation. Je récupère de l'argent et après, je vais l'utiliser pour effectuer, par exemple, des transactions. Donc, si on prend, par exemple, une pièce d'un dirham, donc une pièce d'un dirham, elle peut effectuer certaines transactions au cours d'une année, au cours d'une période donnée. Donc, chaque fois que ce dirham passe d'une main à une autre, automatiquement, c'est une transaction. Chaque fois que ce dirham va passer d'un individu à une autre, c'est ce qu'on va appeler une transaction. Donc, si un dirham a changé d'une main à une autre 50 fois, on dira qu'avec un dirham, avec ce dirham-là, on a pu réaliser 50 dirhams de transactions. Donc, les 50 dirhams de transactions, c'est ce qu'on va appeler le chiffre d'affaires de transactions. C'est 50 dirhams. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, j'ai un dirham, je vais aller à la pâtisserie pour acheter une baguette de pain. Donc, je vais payer cette transaction avec ce 1 dirham-là. Alors, le monsieur qui est dans la pâtisserie, par exemple, il va prendre ce 1 dirham-là, il va acheter quelque chose d'autre. Voici une deuxième transaction qui est effectuée avec ce même dirham, et ainsi de suite. Donc, le 1 dirham dont on parle, il pourra réaliser à plusieurs transactions. Et donc, on peut dire qu'avec un dirham, on peut réaliser par exemple 50 dirhams de transaction. Si ce dirham-là, il va bouger 50 fois entre plusieurs individus. Donc, c'est vrai qu'on peut utiliser le dirham aussi pour rembourser une dette, mais même la dette aujourd'hui est considérée comme étant une transaction. Donc, automatiquement, quand le dirham va bouger, on va le comptabiliser comme étant une transaction. Alors, pour appréhender cette circulation de la monnaie, on va calculer la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, c'est la vitesse de circulation de la monnaie qui va nous aider à avoir une idée, à appréhender cette circulation de la monnaie. Alors, la vitesse de circulation de la monnaie, on la définit naturellement comme étant le nombre de fois qu'un même stock de monnaie change de main en cours d'une année. C'est ce qu'on a dit. Ici, par exemple, si on prétend que le stock de monnaie est égal à 1 dirham, c'est-à-dire combien de fois le 1 dirham a changé d'une main à une autre. C'est ce qu'on va aussi appeler l'intensité de la circulation de monnaie. C'est l'intensité de circulation monétaire, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un stock de monnaie change de main d'une main à une autre au cours d'une année déterminée ou bien au cours d'une période déterminée. Donc, on dit que la vitesse de circulation de la monnaie, elle permet de mesurer l'intensité de circulation de la monnaie. Et alors, plus la monnaie circule et plus on réalise plus de transactions avec cette même monnaie. Donc, si un dirham circule 2 fois, donc ça va être un nombre inférieur de transactions. Si le même dirham il circule 50 fois, donc ça va donner 50 dirhams de transactions. S'il circule 5 fois, ça va donner 5 dirhams de transactions. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de ce dirham-là. Donc le chiffre d'affaires en termes de transactions. Donc, ici, il ne suffit pas de savoir quelle est la quantité de liquidité monétaire qui est en train de circuler, mais c'est aussi la vitesse de circulation. Si on dit que la liquidité monétaire qui est en train de circuler, c'est 1 dirham, c'est OK, mais on doit aussi savoir la vitesse de circulation de cette monnaie-là. Quand la vitesse de circulation de la monnaie, quand par exemple le dirham il circule 5 fois, c'est pas comme si on dit que le dirham il circule 50 fois. C'est pas comme si le dirham circulait 100 fois. Donc la vitesse peut aussi influencer la liquidité de monnaie qui circule dans une économie déterminée, dans une économie donnée. Donc, très bien. Alors, si on a une grande somme d'argent, par exemple, une très grande somme d'argent, une quantité énorme de monnaie, mais qui ne circule pas.
ou bien qui circulent de façon modérée. Alors, dans ce cas-là, on n'aura pas une hausse de prix. Donc, si par exemple la Banque centrale va utiliser l'ensemble des agrégats monétaires et de placements liquides, et on va trouver qu'il y a une liquidité monétaire, ou qu'il y a une quantité de monnaie qui circule dans l'économie qui est supérieure à la norme. Est-ce que cela, est-ce que dans ce cas, on va dire automatiquement, attention, qu'il y a un risque d'inflation, qu'il y a un risque d'augmentation des prix? Non. Pourquoi? Parce que cela dépend de la vitesse de circulation de la monnaie. Si de la quantité de monnaie qu'on a calculée ne circule que de façon modérée, dans ce cas-là, on n'aura pas une hausse de prix. C'est la raison pour laquelle on va dire que tout dépend des comportements des consommateurs. Donc, le comportement du consommateur a un rôle crucial ici. Donc, si tous les consommateurs possèdent beaucoup d'argent et décident de ne pas consommer, est-ce que les prix vont augmenter? Donc, s'il y a une liquidité qui est très forte, qui est très élevée, une liquidité de la monnaie qui circule, il y a une très grande quantité de monnaie qui circule. Mais les agents économiques décident de ne pas consommer, décident de ne pas dépenser leur argent. Est-ce que les prix vont augmenter? Non, bien sûr que non. Donc, on a une liquidité de monnaie, hein, on a une quantité de monnaie qui est très élevée, mais les agents économiques non financiers décident de ne pas consommer, de ne pas dépenser leur argent. Donc, dans ce cas-là, les prix ne vont pas augmenter. Donc, il n'y a pas de risque d'inflation. Par contre, si tout le monde décide de dépenser, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont automatiquement augmenter. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas la quantité de monnaie possédée par les uns ou les autres, mais également la manière avec laquelle les uns et les autres se comportent vis-à-vis de ce stock de monnaie. Comment les différents agents économiques non financiers vont utiliser cette monnaie pour effectuer les opérations d'achat. Est-ce qu'il y a une rotation de la monnaie? Est-ce qu'il y a une rotation qui est rapide ou bien une rotation qui est lente? S'il y a une rotation qui est rapide, cela pourra influencer, pourra impacter la liquidité monétaire qui circule. Si la rotation est lente, bien sûr que cela aussi aura un impact, mais un impact qui est faible. C'est-à-dire que la liquidité monétaire circulante ne va pas augmenter. Il n'y aura pas de risque, par exemple, de hausse des prix. Donc, on va prendre un exemple. Donc, supposons qu'on a une économie X. Alors, à l'économie X, on va prendre, par exemple, on a pendant la période T0. Alors, pendant la période T0, le stock de monnaie de l'économie X est égal à 100 unités monétaires. On pourrait dire, par exemple, les 100 unités monétaires, ça peut être 100 dirhams. C'est-à-dire qu'on a calculé la liquidité monétaire, la quantité de monnaie dans l'économie X, et on a trouvé que le stock de monnaie est égal à 100 unités monétaires pendant la période T0. Alors, maintenant, on va voir pendant la période T1. Alors, pendant la période T1, on a calculé le stock de monnaie de cette même économie, qui est l'économie X, et on a trouvé que le stock de monnaie pendant la période T1 est de 1000 unités monétaires. Ce qui veut dire que entre la période T0 et la période T1, le stock de monnaie, il a augmenté. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que peut-être il y a un risque d'inflation. Pourquoi? Parce que la quantité de monnaie a augmenté. Automatiquement, quand la quantité de monnaie ou bien le stock de monnaie augmente, il pourra y avoir un risque d'inflation. Très bien. Donc, mais il y a un indicateur qui est très important, qui est la vitesse de circulation de la monnaie. Alors, si on revient, on calcule aussi la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, pour T0, on a calculé la vitesse de circulation de la monnaie et on a trouvé que pendant T0, la vitesse de circulation de la monnaie est de 100. Donc, la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 100, le stock de monnaie est égal à 100.
Donc, automatiquement, pour avoir une idée sur la quantité de transactions, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le stock de monnaie multiplié par la vitesse de circulation. C'est les 100 unités monétaires, le stock de monnaie, la liquidité monétaire qu'on a calculée dans l'économie X pendant T0, multiplié par la vitesse de circulation, qui est 100. Ça va donner combien? Ça va donner 10 000. Donc, quantité de transactions, ou bien valeur à des transactions, c'est 10 000 unités monétaires. Maintenant, on va aller à l'économie X pendant T1, pendant la période T1. Donc, on a dit que le stock de monnaie, il a augmenté. Pendant T0, il était de 100 unités monétaires, alors que pendant T1, il est de 1000 unités monétaires. Mais la vitesse de circulation, elle a diminué. Alors, pendant la période T0, la vitesse de circulation de la monnaie dans l'économie X était de 100, alors que pendant la période T1, elle est devenue de 10. Donc, la vitesse de circulation a diminué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la quantité de transactions pendant la période T1 de l'économie X. Donc, la quantité de transactions, ou bien la valeur de transaction, est égale à combien? À 1000, la masse monétaire, à la quantité de monnaie, 1000 unités monétaires multipliées par la vitesse de circulation, qui est 10. Donc, 1000 divisé par 10, ça donne combien? Ça donne 10 000 unités monétaires. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que la valeur de transaction, bien la quantité de transactions pour l'économie X, que ce soit dans la période T0 ou bien dans la période T1, reste la même. Donc, on a la même valeur de transaction, sachant que la masse monétaire ou bien le stock de monnaie a augmenté et que la vitesse de circulation a diminué. C'est-à-dire qu'il y a un changement au niveau du stock de monnaie ainsi qu'au niveau de la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, ce qu'il faut retenir ici, que la liquidité monétaire, la masse monétaire qui existe dans une économie donnée pendant une période déterminée est très importante, mais il faut aussi voir la vitesse de circulation de cette monnaie. Donc, ici, par exemple, on a une quantité de monnaie, un stock de monnaie qui a augmenté, donc qui a augmenté de 100 à 1000, mais malgré cela, la quantité de transactions n'a pas changé. La valeur de transaction n'a pas changé. Donc, automatiquement, est-ce que la Banque centrale ici doit intervenir? Est-ce qu'il doit mettre en place des mesures correctives? Non. Pourquoi? Parce que la quantité de transactions n'a pas changé. Même si le stock de monnaie, lui, a changé, mais la valeur des transactions, bien la quantité de transactions, n'a pas changé. Pourquoi cette valeur de transaction n'a pas changé? Parce que le comportement des consommateurs, le comportement des agents économiques non financiers a aussi changé. Et depuis, la vitesse de circulation de la monnaie a diminué, ce qui a gardé le même niveau de valeur de transaction. Donc ici, la Banque centrale ne va pas mettre en place des mesures correctives afin de garder le niveau d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le même niveau d'équilibre que pour la période T0 ou bien pour la période T1. Donc, pour la Banque centrale, la quantité de transactions ou bien la valeur de transaction n'a pas changé. Donc, automatiquement, tout va bien. OK? Très bien. Alors, pour calculer la vitesse de circulation de la monnaie, on a deux méthodes. Les deux méthodes qu'on a, c'est d'abord la vitesse de transaction et on a la vitesse du revenu. Alors, la première méthode, c'est la vitesse de transaction, qui est égale à T divisé par MI. T ici, c'est les transactions en valeur. C'est la somme des quantités, les quantités fois les prix. Les quantités de biens qu'on a achetés, quantité multipliée par le prix. C'est la somme des quantités multipliées par le prix. Et MI, c'est la masse monétaire. Donc, la masse monétaire, ça peut être soit M1, soit M2, soit M3. Donc, T, c'est la somme des quantités multipliées par le prix divisé par la masse monétaire.
Cela nous donne la vitesse de transaction. Alors, maintenant, supposons qu'au Maroc, par exemple, on a calculé la vitesse de transaction. Donc, on a calculé la vitesse de transaction et on a trouvé que la vitesse de transaction est de 36. Donc, on a divisé le T qui est équivalent à la quantité multipliée par le prix, la somme des quantités fois le prix, divisé par la masse monétaire. Et on a trouvé que la vitesse de transaction est égale à 36. Ça veut dire quoi les 36, 36 fois. Donc, ça veut dire qu'un dirham a circulé au Maroc en moyenne 36 fois pendant une période déterminée. C'est par exemple, on va dire pendant une année. T1 est égal à une année. Donc, automatiquement, on va dire que le 1 dirham, un dirham par exemple, a circulé au Maroc en moyenne 36 fois. Sachant bien sûr que, on va dire ici que la masse monétaire est de 1 dirham. Ça veut dire qu'un dirham a circulé au Maroc en moyenne 36 fois. Cela ne veut pas dire que tous les dirhams, bien sûr, avaient circulé 36 fois, mais c'est une moyenne. Donc, en moyenne, un dirham a circulé 36 fois. Donc, en d'autres termes, le stock de monnaie disponible au Maroc a bougé 36 fois au cours de l'année. Donc, il a pu réaliser 36 transactions. Donc, avec le dirham, il a bougé d'un individu à un autre 36 fois. Donc, avec un dirham, on a pu réaliser 36 transactions. Donc, si par exemple, on suppose que la liquidité qu'on a est de 10 milliards de liquidités au Maroc. On dira que les transactions réalisées au Maroc avec 10 milliards, c'est les 10 milliards multipliés par 36. OK, donc, c'est les 10 milliards, c'est la liquidité monétaire. 36, c'est la vitesse de transaction. On a essayé de calculer la liquidité monétaire. Si on trouve, par exemple, que la liquidité monétaire est égale à 10 milliards, c'est 10 milliards multiplié par la vitesse de transaction est égale à 36, ce qui nous donne 360 milliards. Alors, quelles sont les différentes interprétations qu'on peut donner à la vitesse de transaction? Alors, les différentes interprétations, donc, on va dire par exemple que c'est le chiffre d'affaires réalisé par chaque dirham. Donc, le 36, c'est le chiffre d'affaires réalisé par chaque dirham. Alors, c'est-à-dire que chaque dirham en circulation au cours de l'année a permis 36 transactions et donc 36 dirhams de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle ici le chiffre d'affaires en termes de transactions. Alors, la deuxième interprétation qu'on peut avoir, c'est on va diviser le 360 sur 36. 360, c'est le nombre de jours dans une année. Donc, on va diviser le nombre de jours dans une année, qui est de 360 jours, divisé par 36. 36 qui est à la vitesse de transaction. Ça va nous donner 10 jours. Donc, quelle est l'interprétation ou bien comment peut-on interpréter ce 36? Donc, on va dire qu'en moyenne, chaque fois que le dirham entre dans le revenu d'un individu, il le garde en moyenne 10 jours avant de le réutiliser pour effectuer une transaction ou bien d'autres transactions. Donc, si je gagne par exemple mon salaire, je vais avoir mon salaire, est-ce que je vais le dépenser immédiatement? Donc, cela donne une idée comme quoi, par exemple, je vais garder mon salaire 10 jours en moyenne. Cela ne veut pas dire que tout le monde garde son salaire ou bien garde son argent pendant 10 jours. Donc, c'est en moyenne un dirham est gardé en moyenne pendant 10 jours avant d'être réutilisé pour effectuer d'autres transactions. Donc, cette interprétation indique le séjour moyen d'un stock de monnaie dans un revenu d'un individu avant de le réutiliser une autre fois, bien sûr, pour d'autres transactions. Alors, cette transaction, cette équation, pardon, qui permet de calculer la vitesse de transaction, qui est VT est égal à T divisé par MI, MI ici c'est la masse monétaire, représente un problème. Donc, l'équation, il représente une limite.
Alors, c'est quoi la limite de cette équation? C'est qu'il est très difficile de calculer les transactions. Transaction ici, c'est le T. Il est très difficile de calculer le T. Donc, on peut calculer la masse monétaire, le MI, à travers ou bien M1, M2 ou bien M3, mais il est très difficile de calculer le T. Hein. C'est très difficile de calculer les transactions. Donc, si il est difficile de calculer les transactions, donc il va être difficile aussi pour la Banque centrale de déterminer à la vitesse de transaction. Donc, au Maroc, pour déterminer les transactions valables, il faut compter toutes les transactions, à qu'elles soient formelles ou informelles. Par exemple, si je vais partir chez l'épicier et je vais acheter des biens, ces biens, dans leur montant total, ils coûtent 50 dirhams. Donc, est-ce que cette transaction va être comptabilisée par la Banque centrale? Si je pars chez l'épicier et j'achète par exemple 50 dirhams de biens, est-ce que cela va être comptabilisé par la Banque centrale? Non. Pourquoi ici? Parce que c'est une transaction qui est informelle. Si par exemple je pars chez une pâtisserie par exemple et je vais acheter 2 baguettes de pain, est-ce que ces 2 baguettes de pain vont être comptabilisées par la Banque centrale? Non, les 2 baguettes ne vont pas être comptabilisées par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que c'est une transaction qui est informelle. Donc, c'est une transaction qui est informelle. Donc, donc, tous les paiements en monnaie fiduciaire, la monnaie fiduciaire, c'est les pièces plus les billets. Donc, tous les paiements qui sont effectués à travers la monnaie fiduciaire ne sont pas pris en compte par la comptabilité nationale, ne sont pas pris en compte par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que c'est des transactions qui sont informelles. Donc, la Banque centrale peut comptabiliser les opérations uniquement effectuées par chèque ou bien par virement et également par carte, parce qu'elle laisse des traces dans les comptes bancaires. Parce qu'il y a un jeu de comptes, il y a de la monnaie scripturale ici. Donc, il y a un compte qui va être débité et un compte qui va être crédité. Donc, c'est de la monnaie écrite, c'est de la monnaie qui laisse de la trace. Donc, automatiquement, la Banque centrale pourra déterminer précisément le nombre de transactions qui ont été effectuées via de la monnaie scripturale ou bien via de la monnaie électronique. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser ou bien des chèques, on va utiliser des cartes de crédit, des cartes bancaires, etc. Donc, ça va laisser de la trace. Par contre, les paiements en espèces, c'est-à-dire des paiements avec de la monnaie fiduciaire, des paiements en utilisant des billets ou bien des pièces de monnaie, ne pourront pas être déterminés par la Banque centrale. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas de traces. Alors, la Banque centrale ne pourra pas avoir une idée exacte et précise sur l'ensemble des transactions qui sont effectuées ou bien qui vont être effectuées avec de la monnaie en espèces. Et alors, naturellement, ce sont des opérations qui ne sont pas prises en compte. Et puis, c'est le cas des transactions qui ne sont jamais déterminées avec certitude, avec précision. Pourquoi? Parce que c'est difficile de préciser à combien on a acheté avec de la monnaie espèce. Il y a un seul cas où la Banque centrale peut calculer exactement les transactions en valeur, c'est lorsque tout le monde va payer avec de la monnaie scripturale. Comment cela? C'est quand tout le monde va payer ou bien en utilisant des chèques bancaires, ou bien en utilisant des cartes de crédit, ou bien en utilisant des différents moyens qui vont faire bouger de la monnaie qu'on appelle de la monnaie écrite ou bien de la monnaie scripturale. Très bien. Donc, on a dit que l'équation là, elle représente une limite, c'est la limite qui est la difficulté de calculer avec précision l'ensemble des transactions. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de transactions informelles là, qui sont effectuées ou réalisées à l'aide de la monnaie fiduciaire, ou bien des pièces de monnaie, ou bien des billets de monnaie. Donc, ça va être difficile pour la Banque centrale de déterminer le nombre exact de transactions effectuées. Donc,
Alors là, il y a un seul cas où on peut calculer exactement les transactions euh, en valeur. Donc, le seul cas qu'on peut calculer les transactions en valeur, c'est lorsque tout le monde va payer en monnaie scripturale, en utilisant des cartes de crédit ou bien des chèques, par exemple. Et bien sûr, cela est impossible. C'est impossible que tout le monde utilise de la monnaie scripturale et que personne n'utilise de la monnaie fiduciaire. Donc, puisque cela est impossible, puisqu'il est impossible de calculer les transactions de valeur qui est le T que vous avez dans la formule avec une certaine précision, avec certitude, donc, on va passer à la deuxième méthode de calcul de la vitesse de circulation de monnaie. La deuxième méthode, c'est le calcul de la vitesse du revenu. Donc, au lieu d'aller calculer les transactions, vu que c'est difficile de calculer les transactions là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se baser sur une autre formule pour calculer la vitesse du revenu. C'est ce qu'on appelle la vitesse du revenu. Donc, la vitesse du revenu, au lieu de se baser sur le transaction, qui est le T, on va se baser sur le PIB, qui est le produit intérieur brut. Donc, on va prendre le PIB pour calculer l'effectif de la valeur des transactions dans ce cas. Donc, on ne va plus raisonner en termes de vitesse de transaction, mais on va raisonner en termes de vitesse du revenu. L'exemple qu'on a vu avant cela, la méthode qu'on a vu, la méthode de calcul qu'on a vu avant cela, on se basait sur la vitesse de la transaction. Maintenant, on va se baser sur la vitesse du revenu. Alors, la formule qu'on va utiliser, c'est le produit intérieur brut divisé par la masse monétaire. La masse monétaire, toujours, c'est bien sûr soit M1, soit M2, soit M3. Maintenant, le PIB, il est égal au nombre de transactions lorsqu'il n'y a pas d'épargne. Pourquoi? Parce qu'ici, le PIB est égal au revenu. Mais est-ce que le PIB donne une idée automatiquement sur les transactions? Non. Donc, le PIB, il nous donne une idée sur les transactions lorsqu'il n'y a pas d'épargne. Pourquoi? Parce que quand je touche mon salaire et je n'épargne pas de l'argent. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je dépensais tout mon salaire. Quand je touche mon salaire et je le dépense complètement, cela veut dire que je n'ai pas épargné. Donc, automatiquement, on va dire que dans le cas où il n'y a pas d'épargne, le PIB est égal aux transactions. Donc, c'est une manière d'avoir une idée sur les transactions qui se passent dans une économie déterminée. Donc, dans ce cas-là, le PIB va être égal aux transactions, bien sûr, quand il n'y aura pas d'épargne. Mais quand tout le monde épargne, automatiquement, les deux indicateurs ne prennent pas la même valeur. C'est-à-dire le PIB et les transactions ne peuvent pas avoir la même valeur. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire que le PIB est égal aux transactions. Alors, maintenant, l'interprétation de la vitesse de revenu est un peu différente de celle de la vitesse de transaction. Alors, si on suppose par exemple que la vitesse du revenu est de 15, comment on va l'interpréter? On l'interprète de la manière suivante. On va dire que c'est le nombre de fois qu'un dirham entre dans le patrimoine d'un individu en tant que revenu pour servir par la suite à des transactions. Donc, c'est-à-dire, si on trouve par exemple ici le VY, qui est la vitesse du revenu, est égal à 15. Cela veut dire que 15 est le nombre de fois qu'un dirham entre dans le patrimoine d'un individu. C'est-à-dire qu'un dirham entre 15 fois dans le patrimoine d'un individu en tant que revenu pour servir par la suite à des transactions. Alors, cette interprétation est différente par rapport à la première. Ici, c'est un produit intermédiaire parce que avant de parler des transactions, on parle d'abord du fait que le dirham est placé dans le patrimoine de l'individu. Donc, à de la vitesse du revenu, il mesure à peu près le nombre de fois que le dirham va entrer dans le revenu, alors que la vitesse de transaction, il mesure le nombre de fois que le dirham va permettre de réaliser directement une transaction. Donc, là, au niveau de la vitesse du revenu, ça permet de calculer combien de fois le dirham
va faire partie du revenu, va contrer au revenu de l'individu. Donc ici, on parle d'un produit intermédiaire. Et après, l'individu va prendre ce dirham pour effectuer une transaction. C'est pour ça qu'on dit, une fois avec le dirham, il va entrer dans le patrimoine de l'individu. Si cet individu ne fait pas d'épargne, n'épargne pas de l'argent, donc automatiquement, là, le dirham, il va être dépensé. Si avec l'individu, il va épargner, par exemple, une partie de la monnaie, alors là, on va nous fausser un peu l'équation et depuis, le PIB ne pourra déterminer le montant des transactions. Pourquoi? Parce que dans ce cas, le PIB, qui est le produit intérieur brut, qui est le revenu, hein, va être dispatché en dépenses et en épargne. Et ce qui nous intéresse ici, ce qui intéresse la Banque centrale, hein, c'est uniquement les dépenses et non pas l'épargne. Donc, c'est les dépenses qui donnent une idée sur les transactions. Donc, et c'est difficile d'avoir une idée sur combien chaque individu a épargné pour dégager la valeur des transactions. Donc, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que la vitesse de circulation de la monnaie permet de compléter les agrégats de monnaie et de placement liquide. C'est-à-dire que la Banque centrale ne va pas se baser uniquement sur les agrégats monétaires qu'on a vus, les M1, M2, M3, ou bien sur les agrégats de placement liquide, les PL1, PL2, PL3, PL4, mais il va se baser sur les agrégats et il va les compléter par le calcul de la vitesse de circulation de la monnaie pour essayer de trouver le chiffre d'affaires réalisé par un stock de monnaie dans une économie bien déterminée, dans une économie donnée. Maintenant, il y a une autre équation qui peut servir à calculer le taux de liquidité d'économie. Alors, qui est la masse monétaire multipliée par 100 divisé par le PIB, par le revenu. Donc, de la masse monétaire multipliée par 100 divisé par le PIB, ça nous donne ce qu'on appelle le taux de liquidité de l'économie. Donc, supposons qu'on a trouvé, par exemple, que le taux de liquidité de l'économie est égal à 60%. Comment on pourra l'interpréter? Donc, on dira tout simplement que le stock de monnaie représente 60% du PIB. Alors, naturellement, plus ce rapport augmente, plus l'économie devient plus liquide. Parce que pour pouvoir parler de liquidité, il faut faire cela par rapport à une norme. Et la norme ici qu'on va utiliser, c'est le PIB. Donc, si on trouve que le taux de liquidité de l'économie est égal à 60%, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que le stock de monnaie représente 60% du PIB. Le stock de monnaie ici, c'est la masse monétaire qu'on a calculée, c'est le MI. Donc, le stock de monnaie représente 60%, par exemple, du PIB si le taux de liquidité de l'économie est égal à 60%. Si on trouve que le taux de liquidité de l'économie est égal à 50%. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le stock de monnaie représente 60% du PIB. C'est-à-dire que le stock de monnaie, les rois, MI, on l'a calculé à l'aide de MI. C'est-à-dire que la masse monétaire représente 60% du PIB. Alors, supposons qu'au Maroc, le PIB a augmenté de 5%, c'est-à-dire le produit intérieur brut, le revenu a augmenté de 5%. Pendant cette année, par exemple, il a augmenté de 5% pendant cette année par rapport à l'année précédente. Donc, à de la variation du PIB d'une année à une autre, qu'on a dit qui est de 5% par exemple, qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va appeler un taux de croissance. C'est ce qu'on appelle un taux de croissance. Ça veut dire quoi ce taux de croissance? Ça veut dire que le Maroc a créé 5% de richesse supplémentaire cette année par rapport à l'année dernière. Quand il y a une augmentation de PIB, on va dire que le Maroc a créé plus de richesses supplémentaires. Donc, ça veut dire quoi, les richesses supplémentaires? Ils ont la forme de quoi? Ils ont la forme de biens et de services. Donc, les richesses, de la variation dans le PIB, il prend quelle forme? Il prend la forme de biens et de services. Donc, si on dit par exemple que le PIB a augmenté d'une année à une autre de 10%, cela veut dire qu'il y a un taux de croissance de l'économie marocaine qui est de 10%.
hein, c'est-à-dire que le Maroc a créé 10% de richesse supplémentaire, hein. Par exemple, entre cette année et l'année dernière. Mais ces 10%, ils prennent forme de quoi? Ils prennent forme de biens et de services, c'est-à-dire l'ensemble des biens et des services qu'on a produits, hein, ou l'a produit par l'économie marocaine au sein du territoire marocain. Donc,